Le face-à-face. Oui, et le face-à-face, Jean-Marie Bordry. Aujourd'hui, vous recevez Jean-François Mattei, qui est professeur émérite de pédiatrie et de génétique médicale, ancien ministre de la Santé, membre de l'Institut de France et président de l'Académie nationale de médecine. Il est auteur de ce livre, Santé, le grand bouleversement, aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Jean-François Mattei. Bonjour Jean-François Mattei. Vous êtes en direct sur Sud Radio, on va vous entendre dans quelques instants, il y a un léger problème de liaison, ceci arrive évidemment. Je rappelle que vous avez été ministre de la Santé sous Jacques Chirac, justement, sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Vous avez aussi présidé la Croix-Rouge, vous avez subi de plein fouet, étant ministre de la Santé, la précédente grande crise sanitaire française qui était celle de la canicule. À la Croix-Rouge, vous avez notamment supervisé beaucoup de secours après le tremblement de terre dramatique qui a frappé la ville de Port-au-Prince en Haïti. Bonjour à vous, Jean-François Mattei. Bonjour. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio et nous sommes ravis de pouvoir vous entendre. Nous allons présenter votre ouvrage avec de nombreuses questions vertigineuses qui sont posées justement. Santé, le grand bouleversement. Comment serons-nous soignés demain? C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Le profil des patients, des malades va changer. Nous serons plus âgés. Le progrès technologique vertigineux pose des questions tout aussi vertigineuses, notamment qui tendent parfois vers le transhumanisme. Comment concilier le progrès technique à la médecine? On va en parler dans un instant. Auparavant, il est tout naturel de vous poser une question. Vous avez subi, je l'ai rappelé, la précédente grande crise sanitaire qu'a connue la France en 2003. Il s'agissait de la canicule. Quels enseignements de la gestion de la canicule a-t-on pu tirer qui ont permis d'éviter des morts supplémentaires lors de cette crise du coronavirus? Le problème à l'époque était que les problèmes liés à la chaleur n'étaient pas considérés comme un problème sanitaire. Quand vous aviez, parce que vous parliez de la canicule, mais 6 mois avant, j'ai eu en charge l'épidémie de coronavirus, qu'on a appelé le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, et dès lors, on a parlé de virus, on a parlé de masque, on a parlé de distanciation, c'était médical, tout le monde a bien suivi. Lorsqu'il a commencé à faire chaud, le ministre chargé des personnes âgées avait envoyé une lettre pour alerter tous les établissements qui recevaient des personnes âgées, en disant il fait chaud, faites un peu attention, il faut boire, pas trop de soleil, doucher les gens régulièrement, etc. Bon, c'était considéré comme non médical, mais une question de vie quotidienne, une question de bon sens. Et d'ailleurs, l'ensemble de l'administration ne percevait pas du tout la température comme un risque sanitaire. Et je dirais même mieux, nous avons eu une loi sur la sécurité sanitaire en 1998, parce qu'on avait eu l'épidémie de grippe aviaire. Eh bien, dans cette loi de sécurité sanitaire, pas un mot sur le climat et la température. Pourtant, on crée une agence santé-environnement. Pas un mot sur la température. Et quand mon prédécesseur signe le contrat d'objectif avec l'Institut de veille sanitaire, il n'y a pas un mot sur la température. Et donc, j'avais beau m'égosiller au téléphone et demander est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce que vous avez des remontées de terrain? On n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Mais j'ai consulté beaucoup ensuite les pays qui avaient été confrontés, le Canada, les États-Unis, la Grèce. Ils m'ont dit mais nous avons eu le même problème. Et d'ailleurs, je fais remarquer que tous les plans anti-canicule sont des plans communaux qui consistent à avoir la liste de toutes les personnes qui vivent seules et d'aller toquer à leur porte tous les jours pour voir s'ils sont bien, etc. Donc, évidemment, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, pour un médecin, ministre de la Santé, avoir un tel bilan après la canicule, ça n'est pas facile. Évidemment. Mais d'un autre côté, que pouvais-je faire de plus? Et au-delà de ça, est-ce une maladie bien française que d'avoir l'impression que lorsqu'une crise sanitaire se produit, eh bien, on a une crise de retard? On aurait pu faire une analogie avec la gestion de la crise du coronavirus. Alors oui, vous abordez un sujet qui est absolument fondamental. La France ne se fait pas particulièrement remarquer par ses capacités de prévention
et d'anticipation. C'est un des aspects de votre livre d'ailleurs. On va y revenir. C'est un des aspects de mon livre, oui, parce que je pense que demain, nous ne pourrons pas continuer comme cela. Je vous rappelle quand même que après l'épidémie de SRAS de 2003, coronavirus, nous avions dit qu'il fallait prendre des précautions parce que c'était pas la première fois qu'apparaissaient des épidémies, des problèmes sanitaires d'origine infectieuse, parasitaire ou bactérien ou viral. Et d'ailleurs, on n'a pas été les seuls. La sécurité, défense et santé, dès 2008, puis 4 ans plus tard, a redit que nous devrions faire face à une pandémie. Mais j'ai rencontré ça comme ministre. Imaginez-vous que le budget de l'assurance maladie était à l'époque de l'ordre de 360 milliards et le budget du ministère de la Santé, qui est celui de la prévention, était de l'ordre du milliard. Et que quand je disais, mais attendez, on me disait, oui, vous avez raison. Autrement dit, la prévention fait recette au niveau des intentions, mais elle fait retraite au niveau du financement. Et elle n'est Parce pas qu'on vous suivie dit toujours qu'il vaut mieux financer le présent, et pour l'avenir, on verra. Voilà. Et justement, eh bien, ça tombe très bien. Restez avec nous, Jean-François Mattei, dans la mesure où votre ouvrage parle de l'avenir, de toutes les questions qu'on peut se poser sur notre santé à l'avenir. Santé, le grand bouleversement. Comment serons-nous soignés demain? C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, juste après les informations, en compagnie de Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Soutenez-vous ou condamnez-vous l'opération d'extinction rébellion aujourd'hui sur l'aéroport d'Orly, près de Paris, qui voulait empêcher le décollage des avions et qui appelle à l'interdiction des vols intérieurs à l'intérieur du territoire. C'est un des motifs sur lesquels vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On va vous donner la parole dans quelques minutes. Auparavant, je retrouve mon invité Jean-François Mattei, pédiatre, professeur émérite de pédiatrie, ancien ministre de la Santé, ancien président de la Croix-Rouge, président de l'Académie nationale de médecine, qui publie Santé, le grand bouleversement. Comment serons-nous soignés demain? C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Jean-François Mattei, de très nombreuses questions posées dans votre livre. L'une d'elles concerne notre rapport à l'éthique médicale notamment, qui a été d'ailleurs éprouvée lors de la crise que nous venons de vivre. Qu'est-ce qui va changer dans les prochaines années ou les prochaines décennies pour un médecin? Ce qui va changer, c'est la confrontation permanente entre de nouvelles connaissances, de nouvelles avancées médicales, de nouveaux progrès scientifiques et les consciences qui vont devoir déterminer quel usage on va faire de ces nouvelles connaissances. Je prends simplement l'exemple de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va être soigné par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'un malade ira consulter une intelligence artificielle ou bien préférera-t-il toujours rencontrer un être humain qui le questionnera, qui l'écoutera, qui l'examinera et qui éventuellement aura recours à une intelligence artificielle pour tenter de débrouiller les aspects techniques, les données biologiques, mais le contact humain, c'est d'ailleurs ça qui m'a motivé. Nous sommes à un moment où l'interrogation suivante se pose: est-ce que la médecine va se poursuivre tel que l'a décrit Hippocrate, c'est-à-dire la rencontre de la confiance d'un patient et de la conscience d'un médecin, ou bien est-ce que, comme on commence à le voir de temps en temps, la machine remplacera le médecin? Et donc, c'est l'exemple que je prends, mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Autrement dit, est-ce que la technique va envahir nos vies et est-ce que nous n'aurons que des robots, des machines auxquelles nous adresser? Je pose des questions et je vous dis tout de suite la conclusion. On ne remplacera jamais le face-à-face, la rencontre des visages entre un patient et un médecin.
Indispensable, effectivement. Vous nous expliquez aussi que selon les pays, alors que le progrès technique globalement avance alors à des vitesses plus ou moins différentes selon les pays, mais qu'il a tendance quand même à se répandre assez largement selon des pays différents, vous nous expliquez que, par exemple, les Français, les pays latins plus largement, n'ont pas forcément la même conception de l'éthique que les anglo-saxons. Quelle différence cela pose concrètement? Alors, c'est extrêmement simple. Les anglo-saxons, on connaît leur pragmatisme, leur façon de vivre très logique. Bon, le tea time, c'est l'heure, et puis voilà. Ils sont utilitaristes. C'est-à-dire que pour eux, la façon d'agir, c'est de procurer le plus grand bien au plus grand nombre. Ce qui conduit à refuser, par exemple, une transplantation d'organes ou une greffe de moelle à un malade dont ils estiment que ses chances de succès ne sont pas suffisantes et qu'il vaut mieux en faire profiter quelqu'un. Ça, c'est l'utilitarisme. Nous, en France, nous sommes essentialistes, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la vie humaine et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les vies humaines. Une vie humaine, qu'elle soit plus fragile, plus vulnérable, vaut exactement la même chose qu'une vie de quelqu'un de plus solide, de plus fort. Et donc, nous mettons la dignité de la personne d'abord. Je refais une parenthèse sur la crise que nous venons de vivre et que vous avez vécue vous-même en tant que président de l'Académie nationale de médecine. A-t-on toujours suivi ce principe au cours de cette crise? La presse allemande, notamment, avait reproché aux hôpitaux de Strasbourg, en tout cas avait décrit une situation dramatique dans l'hôpital de Strasbourg où certaines personnes âgées n'étaient même pas admises en réanimation sur le seul critère de leur âge. Alors ça, la question s'est posée, mais elle ne s'est jamais réalisée. Vous posez une question qui est extrêmement difficile, qui est la sélection des patients. Ceux que l'on va soigner, ceux que l'on va laisser de côté. C'est un sujet que nous connaissons bien. Les médecins militaires le connaissent bien au combat. Quand ils n'ont pas les moyens humains, matériels, pour soigner tout le monde, on essaie de sauver ceux qui sont susceptibles de s'en sortir, si vous me permettez. Ce que vous avez vu, ce à quoi vous avez assisté. J'ai connu cette situation après le tremblement de terre d'Haïti. Quand vous avez des milliers de personnes qui sont les jambes broyées par des gravats qui leur sont tombés dessus, etc., vous n'avez matériellement pas le moyen, mais ça n'est pas un choix. C'est quelque chose qui est imposé. Et vraiment, vous faites tout pour l'éviter. Simplement, ça n'est pas possible. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on connaît aussi dans la transplantation d'organes dont je parlais. Nous n'avons pas assez de greffons pour tous ceux qui en ont besoin. Et donc, il y a une liste d'attente. Tout à fait. Mais c'est un pis-aller, c'est pas notre règle. Notre règle, nous, et le président de la République l'a d'ailleurs dit, et ça m'a fait extrêmement plaisir, il a dit, quoi qu'il en coûte, nous soignerons tous ceux qui ont besoin d'être soignés. On avait eu l'impression que la santé était sous la tutelle de l'économie. Et maintenant, on a vu qu'en réalité, aucun malade n'a été laissé de côté. Alors en revanche, je ne veux pas être trop long, mais à côté de la sélection des malades, s'est posé la question de ces personnes âgées dans les EHPAD qu'on privait de visite. Et que ça posait un problème d'éthique, parce que est-ce qu'il valait mieux mourir éventuellement d'une contamination par le coronavirus ou mourir de solitude, privé d'affection, de la présence de ses proches? Voilà une question éthique. De stimulation. Parfaitement. Et donc, l'Académie de médecine a fait prévaloir que l'on ne pouvait pas priver les personnes âgées de la présence de leurs proches, avec naturellement les gestes barrières et les précautions d'usage pour les respecter, bien sûr. Un autre avis sur lequel vous avez fini par être suivi, d'ailleurs, il faut le rappeler, l'Académie de médecine encourageait la réouverture des écoles. Je rappelle ce fait aux pédiatres que vous êtes. Il était vital de rouvrir les écoles avant les vacances d'été. Absolument, parce que les pédiatres et les pédopsychiatres ont fait valoir que le risque de rupture du lien social des enfants avec leurs copains, leurs copines, à l'école, les groupes, etc., on les confinait en les empêchant réellement de tisser les liens sociaux dont ils ont besoin pour grandir, structurer leur comportement, leurs pensées, et que le risque de contamination chez les enfants
on le sait maintenant, est bien moindre. Ils sont beaucoup moins contagieux, beaucoup moins fragiles. Et quand il leur arrive d'avoir une contamination, sauf exception exceptionnelle, vous me pardonnerez l'expression, ils ne sont pas atteints de manière significative. Donc, il fallait choisir de les renvoyer à l'école. Tout est une affaire d'équilibre entre deux risques. De deux mots, choisissons le moindre. En fin de compte, si je suis votre raisonnement, d'autres aspects sont abordés dans votre ouvrage. Vous restez d'ailleurs sur les... Et c'est important parce que les différences culturelles, notamment entre la France et de nombreux autres pays, vont être aussi sérieusement éprouvées. Elles l'ont été d'ailleurs au progrès technologique, notamment celui de nos données personnelles, nos données médicales personnelles. En quoi les Français sont plus rétifs que les autres? Vous le dites à un moment, la France n'est pas la Corée du Sud. On a pu le constater notamment pendant la gestion de cette crise. Pourquoi les Français sont rétifs au partage de leurs informations personnelles? Parce que les Français sont d'abord attachés à la liberté, à leur liberté, que leur première liberté est de garder leur intimité, leur secret personnel, ne pas se livrer ou être exploité par le biais de données qui seraient captées et ensuite utilisées, voire vendues. Non, les Français souhaitent conserver leur vie privée et je crois que c'est essentiel. D'ailleurs, vous parliez d'éthique tout à fait avant, on a parlé d'éthique médicale, mais il y a eu une éthique politique essentielle. Comment pouvait-on trouver l'équilibre entre l'intérêt général et les libertés individuelles? C'est le cas d'école, notamment de l'application de traçage numérique. Absolument, du Stop Covid. Et on a beaucoup discuté, le comité d'éthique de l'Académie s'est réuni, on a consulté la Commission nationale informatique et liberté, et en définitive, nous avons réussi à trouver le système le plus efficace et le moins violeur possible vis-à-vis de nos données, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais géolocalisés, nos noms, nos numéros ne sont jamais connus. La seule chose que l'on peut savoir, c'est si on a été en contact avec quelqu'un pendant plus de 15 minutes qui lui-même est déclaré positif. Mais sauf que, malgré tout, après tous ces questionnements qui sont effectivement très français, regardons ensuite, vous m'avez parlé de la situation la plus efficace, la solution la plus efficace. Regardons les résultats de cette application Stop Covid. On est à moins de 20 alertes envoyées depuis le lancement de cette application, alertes envoyées à ceux qui l'ont téléchargée, susceptibles d'avoir croisé une personne contaminée. Est-ce que le fait de se poser tant de questions n'a pas tendance à décourager l'ensemble de la population de prendre la précaution qu'on voudrait qu'elle prenne? Alors d'abord, je vous montre mon téléphone et vous devez voir que j'ai Stop Covid là-dessus parce que ça me paraît indispensable. Et je l'ai moi aussi, je vous le montre aussi, échange de bons procédés. Jean-François Mattei, nous sommes en direct live sur Facebook et la page Facebook de Sud Radio. C'est pour ça que je le fais. Mais avez-vous eu une alerte? Non, je n'ai pas eu d'alerte, mais parce que je suis considéré, c'est comme ça, comme une personne à risque vu mon âge, et que je me suis confiné et je reste le plus possible confiné. Et donc le Stop Covid, je l'ai pris parce que je voulais donner l'exemple. Mais prenez un autre exemple. La résistance des Français à la ceinture de sécurité. Est-ce que vous vous en souvenez? Les Français ne voulaient pas qu'on leur impose la ceinture de sécurité. Ils étaient dans leur habitacle, c'était leur propriété, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Le Français est très attaché à ses libertés. C'est pour ça qu'il est quelquefois difficile. Regardez j'en parle dans mon livre, les contestations sur la vaccination. Tout à fait. Et vous avez ce paradoxe de gens, d'une partie des Français contre la vaccination et d'une beaucoup plus grande partie qui attend le vaccin contre le coronavirus. C'est ça. Comme il attend le vaccin contre le sida, contre le cancer et contre la dengue, le chikungunya, Ebola. Voilà. Malgré tout, il y a des changements, il est possible de faire des changements en France. On va y revenir dans un instant en votre compagnie, Jean-François Mattei, et aussi avec nos auditeurs, puisque c'est sous votre ministère, votre passage au ministère de la Santé, si je puis dire, que la France a radicalement changé de politique, notamment sur la gestion du tabac. C'est à partir de 2003, effectivement, que le prix du paquet de cigarettes a commencé à exploser. Ça a fini par marcher, et puis ça pose d'autres contradictions, avec une aspiration contradictoire. Vous y revenez aussi. Faut-il, oui ou non, légaliser
le cannabis au moment même où on lutte contre le tabagisme. Quoi qu'il en soit, restez avec nous, Jean-François Mattei. Vous nous appelez 0826 300 300. Vous allez avoir la parole jusqu'à 14h sur Sud Radio. Chers amis qui nous écoutez, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours en direct avec Jean-François Mattei, président de l'Académie nationale de médecine, ancien ministre de la Santé. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir aussi bien aux autres sujets d'actualité sur lesquels on reviendra dans quelques minutes que nous avons pu aborder au cours de cette émission, et puis aussi pour interagir avec Jean-François Mattei, dont nous présenterons l'ouvrage Santé, le grand bouleversement. C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Oui, et c'est Frédéric qui a composé le premier, le 0826 300 300. Frédéric qui nous appelle de Nîmes et qui, lui, souhaite poser une question à Jean-François Mattei. Bonjour Frédéric. Bonjour à vous Frédéric. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc j'ai une question à M. Mattei pour cette histoire d'hôpital. Comment on est arrivé en fait à avoir une gestion en fait juste de profit au détriment de la santé qui en fait elle n'est pas rentable. Au final, ce serait comme si on demandait à l'armée d'avoir une rentabilité. Voilà. Comment on est arrivé là? Pour vous, c'est régalien. Question, réponse, Jean-François Mattei? Bien entendu, je remercie Frédéric de cette question parce que je pense qu'aujourd'hui, le budget accordé à la santé n'est pas suffisant et je pense surtout que nous souffrons du mode de financement du budget de la santé. Nous sommes aujourd'hui sur un budget de financement à partir des cotisations sociales. Or, la santé est un devoir régalien de l'État, au même titre que la justice, la police, l'enseignement, les affaires internationales, la sécurité intérieure. Et il se trouve que la santé est financée par des cotisations. Or, très paradoxalement, plus vous avez de chômage, moins vous avez de cotisations sociales, et plus le budget baisse. Or, quand il y a beaucoup de chômage, les gens sont malheureux, sont plus souvent malades, ont besoin d'être plus souvent soutenus. Je plaidais pour une réforme de la sécurité sociale, mais pour le moment, le politique n'a jamais franchi le pas parce que on ne peut pas non plus ouvrir toutes les vannes, mais ça doit être un budget régalien. Je trouve que Michel Rocard, en son temps, en inventant la contribution sociale généralisée destinée à financer la politique sociale, dont la politique sanitaire, était une excellente idée, la CSG, et malheureusement, elle n'a pas été menée à son terme. Moi, personnellement, je le regrette. Merci de votre question, Frédéric. Est-ce que vous avez une réflexion à ajouter? Oui, non, mais écoutez, la réponse est claire. C'est vrai que il a parlé des masques. Pourquoi on a supprimé ces stocks alors que c'est essentiellement, c'est pas vital, mais bon, c'est essentiel pour les soignants et pour la population. Donc c'est quelque chose qui me choque. Après, comme des millions de Français, quoi. Après, on va voir les mesures qui vont être prises et j'espère que après toute cette histoire, on prendra les bonnes décisions qui seront souveraines et pérennes pour notre système de santé. Merci beaucoup. En tout cas, c'était une très bonne question, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric, en tout cas d'être intervenu sur Sud Radio. Autre aspect, d'ailleurs, c'est important, reparlons des masques malgré tout. Le regard qu'a le président de l'Académie nationale de médecine d'une part et l'ancien ministre de la Santé d'autre part sur la gestion de ce stock de masques, ça a été le psychodrame français du début de la crise. Bon, je ne veux évidemment pas, parce que c'est pas dans mon éthique personnelle, critiquer mes successeurs. C'est trop facile. Voilà. Mais il est clair que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on finance toujours le présent sans penser suffisamment à préparer l'avenir. Il y avait des stocks de masques et ils se sont périmés petit à petit et à l'arrivée, il n'en restait pratiquement plus parce qu'il y avait toujours mieux à faire que dépenser 100, 200 millions pour des masques dont on ne savait pas s'ils serviraient alors qu'on en avait besoin ailleurs. C'est ça le problème. Et donc je pense que c'est un tort. Alors maintenant, pour revenir, pourquoi nous avons pris position très fermement? Mais parce que le masque, c'est un confinement individuel. Vous êtes confiné chez vous, vous sortez faire des courses, aller à la pharmacie ou faire quelques pas pour vous dégourdir les jambes, vous mettez votre masque, vous confinez.
c'est un confinement individuel. Moi, personnellement, je ne comprends pas qu'il y ait eu cette résistance, parce que le masque, d'ailleurs, il a aussi une vertu formidable, le masque. C'est qu'on comprend qu'il nous protège peu, finalement, mais qu'il protège surtout les autres. C'est ça. Et ça nous fait prendre conscience du lien social. Nous sommes une société. L'individualisme n'a pas d'avenir. Nous devons vivre ensemble, attentifs les uns aux autres, les plus forts aidant les plus faibles. C'est ça la règle. Et c'est en tout cas la règle que ça nous pousse à observer. Nous continuons notre tour de France, si je puis dire, avec tous les auditeurs de Sud Radio. Clémence. Oui, Marie a composé le 0826 300 300. Marie qui nous appelle de Paris. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bienvenue. Et bonjour à toute notre équipe. Je voudrais reprendre deux mots que le médecin vient de nous dire. Jean-François Mattei. C'est confiance dans nos médecins et conscience que les médecins aient une conscience. Le serment d'Hippocrate, j'appelle à certains médecins, je dis bien certains, qu'avez-vous fait du serment d'Hippocrate? Quand vous présentez votre thèse, vous dites le serment d'Hippocrate, mais après, eh bien on m'a dit, on ne le pratique pas. Je refais appel à toutes ces personnes âgées qui sont décédées pendant ces mois de confinement, où ils ont été seuls, parce que le corps médical était débordé et faisait ce que j'appelle, et pas seulement moi, mais j'ai déjà entendu, une médecine de guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Le corps médical a fait une médecine de guerre. Ils ont fait des tris, c'est-à-dire qu'ils ont choisi des gens qu'ils pouvaient soigner et d'autres qu'ils ne pouvaient pas. Ensuite, pourquoi des cliniques sont-elles fermées? Manque de budget. Mais alors, que faisons de ces 2 millions de cartes vitales qu'on donne à des gens qui sont peut-être déjà morts et à qui ils n'ont pas droit? Ça, c'est sur les problèmes de gestion aussi, oui, que vous critiquez. Voilà, et le médecin l'a bien dit, c'est un médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chômage. Donc s'il y a beaucoup de chômage, le médecin vient de le dire, il n'y a pas de cotisation. Donc je fais appel là au gouvernement, faites votre boulot. Si vous êtes trop jeune, dégagez. Je vous propose, Marie... Je vous propose, Marie, d'abord qu'on laisse répondre Jean-François Mattei. Alors, effectivement, sujet que nous avons abordé aussi, mais enfin, ça fait partie de ces questions éthiques qui sont posées pendant le confinement. Jean-François Mattei, Marie nous dit effectivement que des soignants ont fait le tri. Écoutez, de ce que nous savons, c'est un sujet qui a été abordé parce que les gens, les médecins, les équipes soignantes craignaient d'être débordés. Et elles ont dit peut-être un peu vite qu'elles seraient peut-être obligées de trier, de sélectionner. En réalité, d'autres mesures ont été prises. Par exemple, les transferts de patients dans des pays voisins ou dans d'autres régions de France. On ne l'avait jamais fait avant. On a vécu, alors c'est vrai, ça n'était pas la guerre, mais c'était une situation qui rappelait la guerre par certains aspects. D'ailleurs, sans changer de sujet, je vous rappelle combien les rayons dans les grandes surfaces se sont vidés en farine, en sucre, etc. Ça, ce sont des spectacles de guerre et pas d'autre chose. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de panique qui s'est créée. Alors, je reviens à la question. Madame a tout à fait raison. Il faut probablement qu'on réforme nos priorités et qu'on mette bien la prévention, l'anticipation au service de la personne, quelle qu'elle soit. Nous sommes un grand pays, mais il est vrai qu'au fil des années, nous avons perdu notre meilleur classement, on était les premiers, et que petit à petit, on rétrograde dans le classement des pays au regard de la qualité de leur système de santé. On peut remonter très vite, mais il faut de la volonté. Effectivement, ça fait partie de ces très nombreuses questions, en tout cas, auxquelles vous tentez de répondre dans votre ouvrage, Jean-François Mattei. Santé, le grand bouleversement qui concerne bien plus d'ailleurs que notre pays, la France. Comment serons-nous soignés demain? Publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Jean-François Mattei, il est resté beaucoup de questions à aborder en votre compagnie, des questionnements soulevés dans votre ouvrage, et je regrette qu'on n'ait pas pu forcément faire le tour. Quoi qu'il en soit, merci infiniment d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Et nous continuons cette émission au 0826 300 300 dans quelques instants. Clémence, on poursuit le Tour de France tout simplement. Exactement, à tout de suite.